Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de l'intervention de Pierre Sage hier dans l'after-foot à partir à peu près de 22h40. Il était donc l'invité de RMC et figurez-vous bien que j'ai eu l'honneur de pouvoir parler à Pierre Sage puisque j'ai fait partie des rares auditeurs qui ont pu intervenir pendant l'émission. Alors c'était en toute fin d'émission, donc on a dû un petit peu resserrer l'intervention. D'ailleurs, en fin de cette vidéo, je vous raconterai un peu les coulisses de mon intervention. On va écouter ça tout de suite. Je l'ai interrogé notamment sur le pressing. Allez, Teddy est avec nous au 32-16. Voilà. Bonsoir Teddy. Bonsoir messieurs, bonsoir à Pierre Sage. Je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait depuis qu'il a repris l'OL qui était au fond du trou. Alors, il se trouve que j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Teddy Spencer et dans laquelle j'écoute toutes les conférences de presse et toutes les interviews de Pierre Sage pour pouvoir les débriefer. Et l'an passé, on avait fait très peu de pressing, le sujet a été évoqué un petit peu plus tôt, et lui, il disait qu'il n'avait pas le profil de joueur qui lui permettrait de le faire. Cette année, on fait plus de pressing, puisque je crois qu'on est dans le top 5 dans 2 statistiques de pressing, mais malgré tout, je trouve que on manque un petit peu de dimension athlétique dans l'équipe. Est-ce que ça doit être une priorité du prochain mercato que d'améliorer la dimension athlétique de l'équipe pour avoir un pressing qui soit beaucoup plus impactant? J'imagine que oui, mais dans un secteur de jeu, et ça va vous paraître un peu paradoxal ce que je vais répondre, c'est peut-être au niveau de la vitesse de notre ligne arrière, parce que lorsqu'on presse, on s'expose. Et du coup, on doit être capable aussi de gérer cette alternative de jeu-là pour l'adversaire. Donc peut-être effectivement en ayant un peu plus de vitesse sur notre ligne arrière, un peu comme le faisait très bien Jake O'Brien. Mais sinon, non, je pense que c'est plus relatif à l'intelligence et à des aspects mentaux plutôt qu'à des aspects athlétiques. Merci Teddy. Voilà, donc vous le voyez, vous doutez que pour moi c'était quand même un grand moment de pouvoir m'adresser directement au coach. Donc je lui ai demandé s'il trouvait pas qu'on manquait un petit peu de dimension athlétique dans l'équipe pour faire un pressing très efficace. Donc dans un premier temps, il a dit que c'était surtout dans les lignes arrières, donc les défenseurs. C'est vrai que on a des défenseurs, notamment les centraux, qui sont pas très rapides, et donc on peut penser que lui aimerait bien avoir des centraux un peu plus rapides, comme Jake O'Brien malheureusement que nous avons transféré et qui lui justement pouvait combler sur les petites erreurs. Mais il commence quand même en disant qu'effectivement, il nous faut plus de vitesse. Après, il ne le cache pas, il faut aussi de l'intelligence pour bien presser. Et du mental, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir aller récupérer le ballon à la perte. Bon, en tout cas, vraiment, ça a été une belle expérience pour moi de pouvoir m'adresser directement à Pierre Sage et surtout de le féliciter, bien entendu. Ce sera pas la première fois pour tout ce qu'il a fait depuis son arrivée au club. On va aborder les autres sujets. Il y a eu beaucoup de choses dites. Je vais essayer évidemment de synthétiser. Alors, il est revenu sur son arrivée à l'OL l'année dernière en disant que, tout simplement, il n'y avait rien du tout à l'entraînement, pas d'intensité. Il est allé voir Maxence Cacré et Alexandre Lacazette pour leur dire ce n'est pas possible de s'entraîner comme ça, pas d'intensité, pas de rigueur et juste des émotions négatives. En gros, quand les autres font des conneries, on gueule dessus, mais c'est à peu près la seule chose qu'on exprime. Donc, il a fallu leur faire comprendre que il fallait tous tirer dans le même sens, qu'il fallait sortir le club de l'ornière et qu'en fait, c'était à eux de montrer l'exemple à ceux qui sont arrivés, on va dire, l'été dernier, ou ceux tout simplement qui sont pas forcément des leaders de l'équipe, notamment les jeunes joueurs. Alors ça n'a pas vraiment été abordé, mais à partir du mois de janvier, avec l'arrivée de joueurs expérimentés comme Matic, comme Benrahma, etc., ces gars-là ont sans doute également apporté ce leadership. Je pense évidemment notamment à Matic. Une fois, on va dire, les esprits de chacun retrouvés, il a dit que sur la deuxième partie de saison, il avait mis l'accent sur l'intensité. C'est ce qu'on a vu, et surtout le fait de ne jamais baisser les bras, c'est ce qui nous a permis de faire énormément de remontada. Il a été interrogé aussi sur le cas Anthony Lopes. Il n'a pas voulu dire que la mise à l'écart d'Anthony Lopes était sa décision. Il a dit que c'était la décision
du club et que en tant que salarié du club, eh bien, il devait respecter les décisions de ses employeurs. On sent bien que ça reste un sujet un peu embêtant pour lui, notamment sur le plan humain. Alors, les journalistes présents lui ont dit « Est-ce que ça ne génère pas des problèmes à l'intérieur du groupe ?» Alors, il dit non, tout simplement parce qu'Anthony Lopez a un comportement exemplaire. Et il précise que si ça n'était plus le cas, il saurait le ramener sur le droit chemin. Autre Lyonnais, si on peut dire en difficulté, Maxence Cacré. Alors, Pierre Sage a rappelé que Maxence Cacré avait fait 6 derniers mois de très haut niveau la saison passée et que, effectivement, sa baisse de performance, eh bien, elle est matérialisée par sa mise tout simplement sur le banc. Il pensait partir, Maxence Cacré, au mercato. Il était déçu de ne pas avoir obtenu, on va dire, un club qui correspondait à ses attentes. Mais Pierre Sage nous dit que depuis quelques semaines, sans doute cela coïncide-t-il avec sa mise sur le banc, eh bien, il revient dans des standards beaucoup plus conformes à ce qu'on attend de lui. Et donc, il pense qu'on va retrouver un grand Maxence Cacré. Alors, je sais que ça va faire sourire certains, mais là, je ne fais que relayer ce que dit le coach, tout en précisant que je pense comme lui. On a enchaîné sur un des joueurs, alors lui aussi lyonnais, qui fait beaucoup parler, c'est évidemment Ryan Cherki. Et il nous dit, Ryan Cherki, c'est un joueur exceptionnel dans sa capacité à faire mal aux adversaires, mais il ne faut pas que sa présence sur le terrain eh bien, devienne un poids pour l'équipe, notamment parce qu'il ne fait pas assez d'efforts défensifs, parce qu'il n'est pas dans une grande stabilité, mais il dit qu'il a discuté avec lui quand il a prolongé, et il lui a demandé s'il était vraiment engagé à fond dans le projet, et que c'est uniquement dans ces conditions-là qu'il retrouverait du temps de jeu. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que depuis qu'il a remis le pied sur le terrain, franchement, on voit un Ryan Cherki extrêmement impliqué. Alors il est sans doute déçu lui aussi de ne pas être parti, mais on peut pas non plus dire que ce soit, je vais dire, une sanction pour lui, une catastrophe de rester dans son club de cœur, avec un salaire en plus, vous le savez, revalorisé, et peut-être des perspectives, s'il est bon pendant les matchs, et de manière régulière, de manière continue, eh bien de trouver le club dont il rêve. Il a été interrogé sur un sujet qui, moi, m'intéresse énormément, c'est la volonté de certains coachs de faire relancer court leurs gardiens et leur défense, même face à du pressing. Et c'est vrai que beaucoup d'équipes se mettent en danger, prennent des buts de casquette, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer, ne serait-ce que techniquement, ce type de relance. Alors lui n'est pas dogmatique sur le sujet. Bon, je remarque que finalement, on a fait peu d'erreurs comme ça à l'Olympique Lyonnais. Il faut savoir envoyer une praline devant pour que tout le monde se remette en place. Mais en même temps, il dit que face à certaines équipes, relancer court dès lors que c'est maîtrisé, ça peut évidemment être très positif parce que ça aspire l'équipe sur le pressing et vous pouvez ensuite la sanctionner avec une ressortie de balle très cohérente, que ce soit de la relance courte ou de la relance longue. Donc vous voyez un Pierre Sage qui de toute façon n'est pas dogmatique, mais ça on le sait. Il a été interrogé évidemment sur Wilfried Zaha. Rappelons-le quand même, Zaha, c'est vrai que pour le moment il fait pas des étincelles, en tout cas sur le terrain à l'Olympique Lyonnais, mais c'était quand même un joueur extrêmement référencé de Première Ligue. Et Pierre Sage nous dit qu'il a eu une discussion avec Zaha la semaine dernière et qui lui a dit que l'OL a recruté Wilfried Zaha et donc qu'ils aimeraient bien avoir Wilfried Zaha. En gros, le message, c'est de lui dire, écoute Wilfried, tu es un grand joueur, tu as une grande carrière, maintenant montre-nous-le sur le terrain. Alors, Pierre Sage précise que Zaha a été un peu écarté, enfin même a été écarté tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à avoir une capacité à vivre avec l'équipe, tout simplement. Bon, vous le savez, refus de faire les décrassages, mauvaise volonté à l'entraînement, c'est sûr que ça va pas lui permettre de gagner du temps de jeu. Donc soit il se remet dans le droit chemin, il va retrouver du temps de jeu, soit il continue à faire la tête, et là, évidemment, ça ne va pas s'améliorer pour son cas. Concernant Lacazette, il dit qu'il représente absolument tout ce que on veut avoir au club, c'est-à-dire quelqu'un qui a été très fort, qui a très bien marché, quelqu'un qui marche encore et quelqu'un qui a l'amour du club.
L'amour du club aussi pour la transmission des valeurs du club, des valeurs de la victoire, des valeurs de la qualité de jeu, etc., etc., aux jeunes générations. Alors, c'est vrai que, faut le reconnaître, on a un creux générationnel. Et Pierre Sage le dit, les générations sont un peu moins fortes que les générations antérieures. On a, par contre, de très très bons joueurs à partir de ceux qui sont nés en 2009. Ce qui veut dire que c'est des joueurs qui ont 15 ans aujourd'hui, donc est-ce qu'ils seront comme pros, ça on peut pas le savoir, mais que c'est clair que, hormis Molébé, qui je crois a 17 ans, les autres, ça casse pas 3 pattes à un canard. Alors il faut dire aussi, et ça faut pas se le cacher, que pour des raisons financières, on a dû vendre Malo Gusto, Lukeba et Barcola. C'est des jeunes joueurs qui, je dirais, dans l'Olympique lyonnais de la fin des années 2010, c'est-à-dire à l'époque de Lacazette Tolisso, seraient encore au club, tout simplement, pour les faire développer, etc., etc. Là, vu les trous qu'on a dans le budget, on est obligé de les vendre, tout simplement parce qu'on ne peut pas leur assurer des salaires, tout du moins à ceux auxquels ils prétendent. Donc c'est surtout ça qui fait que, il va falloir attendre un peu que donc ceux qui sont nés après 2009, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui 15 ans et moins, savoir ce que ces joueurs vont devenir, franchement, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas revenir sur mon intervention sur l'accroissement, à mon sens, de la dimension athlétique de l'équipe, mais je vais parler de Pierre, donc qui est le dernier intervenant. En fait, on n'a été que 3 auditeurs à pouvoir intervenir. Là, il y en a un, on va dire, qui avait un petit peu un passe-droit, puisque c'est un ancien joueur de Pierre Sage dans son tout premier club, le tout premier club qu'il a entraîné. Donc là, ils ont eu du temps pour échanger. Et donc Pierre, l'auditeur qui est passé après moi, a parlé du mercato, notamment de ceux qui sont partis à Botafogo en prêt, donc Jeffinho et Adrielson. Et Pierre Sage nous a dit que du fait de la situation des extra-communautaires, vous savez qu'on peut pas avoir plus de 4 extra-communautaires, tout le monde n'allait pas revenir. Donc on peut penser vraiment que Jeffinho et Adrielson ne reviendront pas. Donc soit Adrielson sera vendu en Turquie notamment, où il avait des touches, et Jeffinho, je pense qu'il va rester à Botafogo, puisque de toute façon c'est quelqu'un qui a démontré qu'il ne pouvait pas s'intégrer ailleurs qu'au Brésil. Donc est-ce qu'on va leur vendre gratuitement ce qui paraît pas cohérent de vendre gratuitement, en tout cas faire un petit micmac pour que eux le récupèrent gratuitement, ça c'est une autre chose. Voilà sur ce qui a été dit. Alors je vais vous expliquer maintenant un petit peu les coulisses de mon intervention donc dans l'afterfood. Donc j'ai appris avant-hier donc que Pierre Sage serait l'invité, et immédiatement je me suis dit il faut impérativement que j'appelle l'émission pour essayer de pouvoir dialoguer avec Pierre Sage, puisque ce sera sans doute la seule fois de ma vie où j'aurai cette occasion, puisque l'Afterfoot invite très rarement des entraîneurs en plateau. L'Afterfoot parle très très peu de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, ils ont supprimé l'After Lyon. Je ne sais pas si vous écoutiez ce podcast. Il reste un After Marseille et un After Paris, mais plus d'After Lyon. Donc Et sur TKYDG, on peut envoyer des messages, mais on ne peut pas vraiment dialoguer directement avec le coach. Alors, j'ai téléphoné donc au 3216, qui est le standard de RMC, vers 9h moins le quart, puisque Pierre Sage était prévu pour passer à 10h. Pour tout vous dire, j'avais l'intention de mettre un message dans l'onglet communauté pour vous informer qu'il y avait des chances que je passe à l'antenne à partir de 10h, puisque quand j'ai appelé, tout de suite, le standardiste m'a dit « Ah tiens, ta question est intéressante, tu passeras à l'antenne ». Et vraiment, il m'a dit « Tu passeras à l'antenne ». Donc, j'avais quand même pas mal de confiance. Comme vous le savez, il y a une affaire Mbappé, et qu'ils ont commencé à partir de 10h à parler de ça pendant, je sais pas, 45 ou 50 minutes. Évidemment, Pierre Sage est arrivé après. Daniel Riolo et Florent Gautreau ont quand même pas mal monopolisé l'antenne. Arrive le moment où Pierre Sage veut présenter son projet de jeu, les 3 piliers de son projet de jeu, la relance, le pressing justement. Le gars du standard me dit « Ah tiens, ils sont en train de parler du sujet que tu voulais aborder, donc qui était le pressing.
Donc tu vas passer après la pub. Donc là, il devait être à peu près, je sais pas, 11h15, 11h20. Donc la pub se passe et moi je me dis, ça y est, je vais pouvoir y aller. Et en fait, alors certains pourront trouver que quand je parle de ma chaîne, je fais un peu d'auto-promotion, mais bon, c'est sans doute la seule fois de ma vie que je vais passer sur RMC, donc je me suis dit, autant y aller. En fait, je voulais le faire de manière un peu plus fine, puisqu'en général, Daniel Riolo aime bien faire des jeux de mots sur les prénoms des auditeurs, donc m'appelant Teddy, je voyais déjà le truc, Teddy Bertin, Teddy Thomas, ou je ne sais trop quoi. Et là, j'avais l'intention de lui dire, non, Teddy Spencer, d'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube qui porte ce nom, etc. Donc, je voulais l'amener de manière un petit peu plus fine. J'ai quand même demandé au standard si je pouvais mentionner ma chaîne YouTube, puisque je leur ai dit que j'avais une chaîne YouTube. Et ils m'ont dit, on va vérifier que tu racontes pas de crack. Et donc, ils ont vu que effectivement j'avais une chaîne YouTube, donc ils m'ont dit, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Donc, voyant le temps passer, j'ai même dit à ma femme, là, je sais pas, il était 23h45, j'ai dit, c'est mort, je passerai jamais. Et en fait, 23h50, voilà, j'entends, parce qu'on me dit rien entre temps. En gros, entre 11h15 et 11h45, on m'a rien dit du tout. Donc, dernière page de pub à 23h45. Et donc là, Gilbert Benoît me dit, on a quelqu'un au standard, Teddy, bonsoir. Moi, j'étais étonné, mais je me suis dit quand même, si je passe, il faut que je sois prêt. Et en fait, j'avais préparé tout un truc pour essayer de rentrer en discussion avec Pierre Sage. Et j'ai compris que bon, en fait, il faisait passer les auditeurs pour dire on a fait passer des auditeurs, mais finalement, ce qu'on disait, ils en avaient rien à foutre. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que Riolo et Gautreau n'en parlent pas, tout simplement parce qu'il restait très peu de temps dans l'émission. Donc, ils se sont dit, si on commence à dialoguer, on pourra faire passer qu'une seule personne. Donc, moi, je me suis dit, bon, ils vont pas me donner beaucoup de temps, donc faut que je balance la sauce, ma chaîne, parce que ma femme me dit, tiens, juste avant de quitter l'antenne, il faut que tu parles de ta chaîne. Je dis, non, je vais le faire dès le début, comme ça, ce sera fait. Et vous remarquerez d'ailleurs que j'ai pas le temps de dire au revoir, parce qu'en fait, ils m'ont coupé. Dès que j'ai fini ma question, ils m'ont coupé. Parce qu'ils voulaient pas que je rebondisse, en fait. Donc c'est ça qui m'a un peu frustré, mais je vais pas me plaindre, hein. On était que 2 ou 3 à passer hier soir, donc déjà c'était miraculeux. Que j'ai un petit temps d'antenne. Bon. Donc j'y suis allé franco, c'est vrai que j'aurais bien aimé dialoguer avec Pierre Sage, donc là, je suis allé à l'essentiel sur le pressing, sur la dimension athlétique, j'aurais bien aimé rebondir un peu dessus. Bref, je suis quand même content d'être passé, je suis content de lui avoir parlé, parce que comme je le dis, ce sera peut-être la seule fois dans ma vie. Donc voilà, c'était une expérience assez intéressante, et ce qui m'a plu, c'est vraiment de me dire, dès mardi... dès lundi, je vais vraiment essayer de passer à l'antenne, et je l'ai réussi, et en plus j'ai pu placer ma petite pub en passant, et je pense poser une question qui n'était pas inintéressante. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications, et on se retrouve très très bientôt, et notamment pour le débrief des conférences de Pierre Sage avant notre déplacement au Havre. Voilà, merci à vous, au revoir.